Bonjour tout le monde et bienvenue sur HistoFocus. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, avec quelques changements vous allez voir. Allons-y, c'est parti. Salut tout le monde. Dis Histo, tu as vu? Il y a encore une manif anti-vax ce week-end. C'est étonnant. Heureusement qu'avant les gens ne craignaient pas les vaccins, sinon la science n'aurait jamais vaincu les maladies. Ah, tu crois? Détrompe-toi. Tiens, rien que dans les années 20 par exemple. La vaccination BCG des enfants commence en 1924 pour être précis. À l'époque, le procédé est simple. Dans des égratignures faites à l'aide d'un vaccinostyle, on injecte le vaccin dans le sang et une petite cicatrice montre l'efficacité du truc. Les années suivantes, le procédé s'étend à d'autres pays, certains plus facilement que d'autres. En France, par exemple, on juge le produit non nocif mais partiellement inefficace. Et les opposants au vaccin s'appuient sur le drame de Lübeck pour refuser le vaccin. Il s'est passé quoi à Lübeck? Tiens, regarde. En 1930, l'affaire de Lübeck en Allemagne voit le décès de 100 nouveau-nés suite à leur vaccin contre la tuberculose. Elle crée de nouvelles tensions entre la France, qui exporte le vaccin, et l'Allemagne. Comme tu le vois, dans certains cas, le vaccin peut se réveiller et provoquer la maladie. Les opposants s'appuient sur ces incidents, ainsi que sur les effets indésirables qui varient d'une souche à une autre et qui sont plus fréquents chez les jeunes enfants, mais aussi sur quelques rares complications ou contre-indications. Ils mettent en doute les adjuvants présents dans le vaccin, surtout l'aluminium, auquel certains parents craignent que la présence de résidus ne provoque des effets indésirables sur leurs enfants. Patrick Zilberman, historien de la santé, explique pourtant que les adjuvants aluminiques sont utilisés depuis plus d'un siècle. Mais c'est pas des craintes récentes, ça? Si. Ces craintes proviennent de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, qui conseille d'éviter les déodorants contenant de l'aluminium, et de médecins qui émettent l'hypothèse que cet aluminium soit responsable de l'apparition d'une maladie au nom barbare, la myofascite à macrophages, qui se traduit par une fatigue chronique et des troubles cognitifs, tout en occultant le fait que cette maladie reste rare et que les patients qui ont une intolérance aux adjuvants aluminiques ont probablement une prédisposition génétique. L'amalgame a fait le reste du raisonnement. Aluminium égale danger. Ah ok, je comprends. La peur des vaccins, ça date du XXe siècle donc. Tu crois ça? Et pourtant, il y a eu deux événements plus tôt encore, et dans la même année, en 1885. Le premier est une épidémie qui durera 10 mois environ, de fin février au début de l'année suivante, et qui a fait un grand nombre de morts, dont une grande partie dans les quartiers populaires de Québec. Cette épidémie est aussi à l'origine d'un désordre social. Le 28 septembre 1885, une émeute éclate à la suite de l'opposition d'une grande partie de la population francophone contre la vaccination obligatoire et qui oblige le maire Honoré Beaugrand à faire appel à des militaires pour rétablir l'ordre. Les manifestants, encouragés par l'hésitation de l'Église au sujet de la vaccination et par les dires de certains médecins opposés à la méthode, dénoncent l'imposition de la vaccination et ceux qui refusent sont passibles d'amende et même d'emprisonnement. Bien que la vaccination de la variole soit connue depuis longtemps, de nombreuses personnes se méfient. Elles sont facilement convaincues par les discours anti-vax qui considèrent la vaccination comme du charlatanisme voué à l'empoisonnement des enfants. Malgré les tentatives des agents de la santé publique d'appliquer les règles de vaccination et d'isolement, celles-ci sont vaines. Lorsqu'ils doivent éloigner des morts, cela provoque de la résistance de la population quand ce n'est pas des émeutes. Des craintes et une méfiance qui peuvent aussi être expliquées par plusieurs aspects qui ont trait directement à la qualité du vaccin et aux conditions de vaccination. Des médecins rapportent dans certains journaux que celle-ci n'est pas safe et qu'elle peut apporter la tuberculose, la syphilis ou même des cas graves et mortels de variole. La même année, en France, le 6 juillet, le jeune Joseph Meister est vacciné contre la rage par le docteur Granchet. 2 jours plus tôt, Joseph a été mordu par un chien enragé à 14 reprises. C'est une catastrophe car cela le condamne à une mort certaine. Le vaccin contre la rage n'existe pas encore. La mère de Joseph tente le tout pour le tout et supplie le chimiste Louis Pasteur de tester son remède sur l'homme, alors que jusque-là, seuls les traitements sur animaux avaient été expérimentés. Oh, faites-le, je vous en prie, faites-le. Je dois réfléchir. Après 10 jours de convalescence, le jeune Joseph est sorti d'affaires et est en bonne santé. L'affaire fait grand bruit, mais elle divise aussi la société, et les débats de l'époque étaient virulents. Les sceptiques, se revendiquant comme anti-vaccins, se dressent contre cette méthode novatrice. Il faut dire que donner volontairement un microbe, même affaibli, est assez inconcevable, et ils pointent du doigt les incohérences dans la méthode et ses découvertes. Pasteur était quasi quotidiennement critiqué, aussi bien sur sa méthode que sur ses résultats et comptes rendus, et on lui reprochait de cacher ses échecs liés au vaccin. Des arguments qui ont été aussi relayés dans la presse. Des cas où des patients meurent après injection du vaccin font vaciller le traitement et font douter l'opinion et certains médecins.
Le 11 janvier 1887, dans une communication à l'Académie de médecine, Michel Piter attaque la méthode Pasteur qu'il estime ne pas être concluante. D'autres médecins attestent que les comptes rendus sont inexacts et que les vérifications en amont de l'infection des chiens n'ont pas été effectuées. D'autres encore estiment que Pasteur ne fait pas de la science mais du commerce, et certains journalistes ne croient pas en la rage ou la minimalisent. Enfin, ceux qu'on pourrait comparer aux spécistes de l'époque reprochent à Pasteur le traitement qu'il exerce sur les animaux. Cependant, assez vite, des personnes de toute l'Europe viennent chez Pasteur pour se faire vacciner. Plus tard, on finit par renoncer au traitement ordinaire de Pasteur-Roux pour un vaccin traité au phénol et donc moins nocif. Ah ok, je vois, mais ça reste quand même dans l'ère industrielle. Il y avait des journaux et l'information était diffusée facilement. Sûrement. Pourtant, en 1796, Edward Jenner, un médecin de campagne passionné par la recherche, s'est aperçu que plusieurs de ses patients ne montraient pas de réaction après une variolisation. À l'époque, pour varioliser, on se servait du pus de variole en l'incorporant dans une plaie ou en aspirant des croûtes de lésions varioleuses. Comme il avait oublié d'être bête, il a fait le rapprochement entre la variole de la vache, la vaccine, et la variole humaine. Cette maladie des vaches est courante chez les personnes qui traient les vaches et entrent en contact avec les pustules d'épi. Elle a pour effet de les immuniser contre la véritable variole. Un peu curieux, Jenner a l'idée de remplacer le pus de la variole par du pus de la vaccine, moins dangereux et tout aussi efficace. Il fait son prélèvement et l'inocule à un enfant de 8 ans nommé James. Il contracte ladite maladie sous la forme d'un unique pustule et en guérit très vite. Jenner recommence l'opération 3 mois plus tard, mais avec la véritable variole. Heureusement, à son grand soulagement, la maladie n'a aucun effet sur l'enfant. Il vient de prouver que son procédé fonctionne. Jenner diffuse sa découverte au public et encourage à la vaccination de masse. Mais ses opposants attestent d'une dangerosité toxique de sa méthode et s'appuient sur des cas où le patient s'est retrouvé malade et qui, avant de mourir, a contaminé son entourage. Aux objections valables de la science, des philosophes scandalisés par un procédé empruntant à la vache pour donner à l'homme répondent par des pamphlets, des satires et des caricatures, et autres croyances absurdes. Ah d'accord, donc la contestation, ça remonte à la fin du XVIIIe. Plutôt que ça encore. En 1718, Lady Montagu, épouse de l'ambassadeur britannique auprès de l'Empire ottoman, découvre durant son séjour à Istanbul le principe de la variolisation, procédé d'origine chinoise dont je t'ai parlé il n'y a pas longtemps. En mars, Lady Montagu fait inoculer son fils avec succès. En 1721, son mari est rappelé à Londres et toute la petite famille est de retour au pays. Mauvaise idée car à cette époque, Londres est en pleine épidémie de variole. Elle fait donc inoculer sa fille de 3 ans par le médecin royal devant les membres de la cour. Et comme l'opération fonctionne ainsi que sur les essais cliniques, la variolisation fut autorisée. Mais la façon de faire provoque des débats nombreux et violents, en Grande-Bretagne mais aussi en France. Il faut dire que l'idée d'inoculer volontairement une maladie à un patient sain est très mal perçue à l'époque, sachant que 2 à 3% des personnes traitées meurent tout de même des suites d'une variole, principalement à cause d'une procédure non respectée ou de l'exposition à une souche différente du virus. Lady Montagu se heurte également à une société rigide et sexiste qui voit d'un très mauvais œil le recours à des pratiques orientales dispensées à l'origine par des femmes. Ok, je comprends mieux alors. Il est intéressant de savoir qu'à d'autres époques, d'autres vaccinations dans le monde ont connu des mouvements de rejet face au programme de vaccination obligatoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. J'espère que celle-ci vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à actionner la cloche et à vous abonner.